Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, bon, il n'y aura pas de vidéo, on a eu quelques soucis d'enregistrement, quelques problèmes d'ordinateur, c'est un peu compliqué, mais je suis toujours avec Aurélien. Comment ça va? Ça va, écoute, moi, franchement, il y a quelques jours, là, j'ai sorti la phrase «je suis heureux» parce que bah, j'ai gagné un pari avec un ami, tu vois, qui était, enfin, il est pas fan des Nets, mais disons qu'il était vraiment en mode «ouais, les Nets vont gagner» et tout. Du coup, bah voilà, je Ah suis ouais, heureux. t'as gagné en fait. Vous avez parié de l'argent au moins ou pas? Non, non, c'est Ah, un petit truc en mode, c'était vraiment juste pour le kiff quoi. ouais. Pour pouvoir lui rappeler toute sa vie qu'il a perdu. Ça fait plaisir. Bon, du coup, je pense que on l'a mis dans le titre, mais on va faire un petit bilan des playoffs. Là, on a regardé tout à l'heure, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas sorti de podcast et on n'a même pas fait les previews des finales de conférence, faute d'emploi du temps un peu chargé de chaque côté. Mais bon, du coup, on revient. On va faire un petit bilan. On voulait aborder des choses, donc ça va être, voilà, ça va être chill, pas de déroulé habituel. Là, ça va être très tranquille et je vais te laisser commencer, sauf si tu as autre chose à dire. On va pouvoir démarrer. Non, je vais essayer de mettre les timecodes sur YouTube et tout, histoire que même si vous avez pas de vidéo, au moins vous avez des timecodes et tout comme ça, qu'on est moderne et tout, t'as vu? Voilà, exactement. Si un sujet pardon, vous intéresse, vous pouvez directement cliquer sur le petit timecode et hop, vous écoutez que 3 à 4 minutes ou 10 minutes, je sais pas combien de temps on va faire chaque sujet. Mais on peut démarrer. Écoute, je te laisse. On va faire un petit plan quand même. On dit qu'on s'occupe d'abord de petit bilan des playoffs. Après, on voit ce qui se passe là dans les finales de conf. Et puis, on donne un petit prono. Même si elles sont pas mal avancées, on se donne un petit prono quand même sur la fin des finales de conf. Ok, ok. Ça me va comme plan un peu général. Écoute, à toi l'honneur. Dis-moi ce que tu voulais aborder en premier. Bah là du coup je le vois sous les yeux. Enfin bon, je sais pas si ça est en rapport avec les playoffs. Peut-être, peut-être pas. Du coup pendant les playoffs, du coup on a eu du coup les awards, les officiels. Du coup C'est les vrai. résultats sont donc LaMelo Ball pour le Rookie of the Year, Julius Randle pour le MIP, Most Improved Player, Jordan Clarkson pour donc le Six Man of the Year, Rudy Gobert pour le Defensive Player of the Year, Cocorico. DPOY, et Nikola Jokic pour le titre de MVP, Most Valuable Player. Et il me semble que c'était Tom Thibodeau pour le Coach of the Year. Exactement. Ouais. Exactement. Ça fait. Tu as envie de revenir là-dessus, sur un de ces trophées ou... Eh bah carrément, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que j'y avais pas du tout pensé, mais revenir sur un des trophées. Bah déjà, le Jazz a pas tout raflé, on va dire, puisque Tibbs en coach de l'année avec son copain Julius Randle, ils prennent 2 trophées les Knicks, c'est pas mal. Euh, Pareil, 2 trophées du coup défenseur de l'année et sixième homme pour Utah. Moi, ça me va tout ça. Juste, j'avoue, j'ai un petit bémol sur le Lamelo Ball rookie de l'année. Même si Ouais. il le mérite amplement, franchement. Mais j'avoue, j'aurais été plus chaud sur notre petit copain Anthony Edwards. Je sais que toi aussi, je crois, hein, quand on avait Oui, moi fait. aussi. Ouais, Je pense, ce qui te dérange, c'est peut-être aussi le côté, à l'époque, du coup, Joel Embiid, il y avait un peu cette comparaison-là. À l'époque, Joel Embiid était clairement le Rookie of the Year, sauf qu'il avait loupé pas mal de matchs. Et au final, il l'avait pas eu. Et c'est peut-être ça qui dérange, c'est que Lamelo l'a eu et pas le Joel Embiid. ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, comme ouais, où Joel Embiid cette année qui a raté beaucoup de matchs qui auraient pu être MVP et au final c'est notre ami Jokic. Après, je trouve que là, il y a moins débat que sur la saison de Lamelo et Ouais. d'Anthony Edwards. Je pense que Jokic, il a vraiment dominé pas de bout en bout quand même, parce que au début, franchement, Joel, il était vraiment favori, mais parmi tous les nombreux favoris qu'il y avait au début de la saison. Mais il était quand même un peu devant. Et puis après, plus la saison avançait, plus je trouvais Jokic impressionnant, en tout cas pour ma part. Et, euh, et voilà, donc ça me dérange un peu que ce soit la mélo, mais en vrai, il le mérite. Puis c'est cool, collectivement, Charlotte était au-dessus des Wolves, donc je pense que ça joue aussi, quoi. Ouais, et pour revenir sur le côté, à jouer des matchs, à pas jouer de matchs, j'avais répondu ça sur Twitter à quelqu'un, comme quoi, bah finalement, comme pour le trophée de Rookie of the Year, on s'en fiche un peu de s'il a joué des matchs ou non.
Mais pour le trophée de MVP, c'est quand même un peu plus important Ouais, c'est vrai. d'être présent sur le terrain. C'est vrai. T'as autre chose à dire, toi, sur les trophées? Euh, j'ai envie de dire, du coup, donc c'est Tom Thibodeau qui a eu le trophée de Coach of the Year, et beaucoup se sont plaints que c'était censé être Quinn Snyder. Au final, c'est qui le coach là qui a survécu, qui est dans le Final Four? Bah, C'est c'est Monty Williams. c'est Monty Williams. C'est mon C'est vrai. pic. C'est vrai que c'est aucun des deux. Bien vu. Bien vu. Après ouais, moi j'avoue, j'étais plus team Snyder. Mais t'avais le nez fin, comme on dit, le nez creux. Et autre fun fact du coup, bah que ce soit Lamelo Ball, bon Lamelo Ball normal, mais ou Julius Randle, Jordan Clarkson, Rudy Gobert ou Nikola Jokic, aucun de ces joueurs n'est en finale de conf. Voilà. Euh, Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est bien vu ça. J'avais même pas fait gaffe que en fait tous ceux qui ont reçu les trophées là, il y en a aucun qui est dans le dernier carré en fait. ouais. T'as toujours des petits fun facts comme ça. J'aime bien ça. Mais du coup, voilà, je sais pas si t'as autre chose à dire. Sinon, on va passer sur les playoffs. À moins que t'aies autre chose entre guillemets hors playoffs. Même si c'est vrai que j'avais pas du tout pensé aux NBA Awards. Ouais, non, bah là, si tu veux, on peut aller directement là dans les playoffs. De quoi t'as envie de parler à propos des playoffs? Bah, je te l'ai dit en off. Moi, j'avais quelques notes sur les équipes qui sont sorties donc en demi de conf, donc que ce soit Denver, Utah, Philly ou bien sûr les Nets, comme t'as pu le dire. J'avais quelques notes. Je voulais en parler un peu avant que soit on dise on donne d'autres sujets, soit avant qu'on aborde les équipes qui sont encore en playoff. Je sais pas si tu veux commencer par une équipe en particulier, si tu avais quelque chose à dire sur un joueur peut-être en particulier, ou un coach, ou... Euh, déjà, avant d'entrer dans le négatif, du coup, parce qu'il va y avoir du négatif, forcément, j'ai envie d'être dans le positif un peu et de dire que, franchement, cette année, là, les playoffs, il y a énormément de jeunesse, là, qui font plaisir, qui font plaisir. C'est Que ce vrai. soit Jason Tatum, Luka Doncic, Ja Morant, Donovan Mitchell, Trey Young, DeAndre Ayton et Devin Booker. Tous ces joueurs-là, je pense, ils ont tous moins de 25 ans, j'imagine. Et franchement, ce qu'ils produisent. Franchement, c'est vrai que cette année, la place aux jeunes, hein, clairement. Clairement que... Bah, surtout, on pourra peut-être en reparler, mais Trae Young qui impressionne beaucoup, beaucoup. Devin Booker aussi, qui a fait son premier triple-double en carrière, je crois. Bah, parce que oui, de toute façon, en carrière, face aux Clippers pour le premier match, avec l'absence de Chris Paul. Non, c'est vrai que là, ça fait un peu des nouveaux visages. Ça fait une bouffée d'air frais, on va dire, sur la NBA là, en ce moment. Ouais, tu vois, même des équipes qui sont parties au premier tour avec un peu de sel, et ben ils ont quand même eu leur petit match, que ce soit les Celtics avec le match, je crois, c'était 50 points de Jason Ouais, Tatum, carrément. ou les Grizzlies avec le match de Ja Morant avec une bonne quarantaine de points et beaucoup Ouais. d'assists. Ouais, il a fait quoi? Un 42-7, un truc comme ça, ou 47 points. Ouais, ouais, ils ont fait des matchs très très impressionnants. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Mais je crois que tu l'as mentionné sur Instagram. C'est vrai que les playoffs, ils sont quand même sacrément cool. Même si il y a des Ouais. grosses équipes qui sortent ou ce genre de choses, bah c'est le sport, c'est comme ça, malheureusement ou heureusement. Il y a pas mal de blessures aussi. Mais quoi qu'on en dise, ils sont. Ouais, franchement, ça fait vraiment plaisir des playoffs. Comme ça faisait longtemps, tu vois, qu'on n'avait pas. Parce qu'autant l'année dernière, bon, en plus, c'était encore plus particulier avec la bulle. Et puis les années d'avant, c'était les grosses équipes souvent qui gagnaient, quoi. En même temps, avec les Warriors, il n'y avait pas trop de suspense, même si, évidemment, et on revient aux blessures, les Raptors ont gagné le titre en 2019, c'était hyper inattendu, mais quand tu commences à perdre KD, quand tu commences à perdre Klay Thompson et tout, bon bah là, on sent que le momentum, il était dépassé dans la série. Donc c'est vrai que ces playoffs, ça fait de la fraîcheur. Clairement, et en plus, tu disais du coup Raptors 2019, mais du coup, j'ai pas envie qu'on croie que
qu'ils aient gagné juste parce qu'il y a des blessures, tu vois. Ah, Franchement, Kawhi, il fait des playoffs extraordinaires, tu vois. Parmi les top 10 des meilleurs playoffs individuels d'un joueur, tu vois, il y a oui. sûrement du LeBron 2018 et il y a peut-être même du Kawhi 2019, tu vois. Ah oui, 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 clairement. C'est Non, vraiment c'est vrai. incroyable ce qu'il fait. C'est vrai que je parlais des blessures parce que on en entend beaucoup parler en ce moment, évidemment. Même si c'est le jeu, je pense que avec un Clay et un KD sur pied en 2019, il n'y a pas photo. Mais bon, on n'est pas là pour refaire les finales de 2019. Tu as parlé de la jeunesse. Écoute, moi, je vais parler. Je vais aller dans le négatif direct. On va, Vas-y. on va passer du tout au tout. Je voulais parler des Sixers, ça me semblait important. C'est vrai qu'on n'a pas du tout eu le temps, on n'a pas du tout pris le temps de faire des bilans, on va dire, des équipes. J'aurais bien aimé faire ça, des bilans. On verra peut-être cet été si on a le temps, faire des bilans de saison de chaque équipe pour Ouais. des petits podcasts comme ça. Mais je me suis noté le cataclysme des Sixers. Bon, à part notre ami Triple Step, qui voyait les Hawks passer en finale de conf. Après, avant qu'il y ait le premier match, je pense très peu de personnes. Ouais, Après, une fois qu'il y avait une fois qu'il y avait des choses à analyser, tu vois, je pense qu'il y avait peut-être quelques spécialistes qui pouvaient se dire que ça pouvait aller en 7 ou en 6, tu vois. ah, c'est clair, Et mais de là à ce que les Hawks ils gagnent en 7 à Philly, franchement, fallait le voir, hein. Parce que moi, je t'avoue que même avant le match 7, je me disais, il y a un monde, mais je voyais quand même les Sixers passer. après, ça peut être un mal pour un bien. Ça peut être un mal pour un bien en mode là, tu te prends une dérouillée en demi-finale de conf et tu peux peut-être te rendre compte que peut-être ton effectif est mal construit. Je ne sais pas. Toi, tu veux attaquer directement sur Ben Simmons, c'est ça? Bah oui, je suis d'accord avec toi. Et je pense que bon, là, il n'y a pas besoin d'être un très grand analyste pour dire que, de toute façon, ça a été annoncé que ce soit par Joel Embiid ou par Doc Rivers, qui lui, je sais pas s'il sera là la saison prochaine. En tout cas, Joel Embiid, il veut plus de Ben Simmons dans l'équipe, hein. Quand on entend qu'il dit je pense qu'on a perdu le match au moment où Matisse Thybulle rate son dunk, il y a une faute, enfin de les lancers francs, tout ça. Bon, tu sens là il y a un vrai tournant comparé déjà à l'année dernière où ils avaient perdu face aux Celtics. On s'était dit bon, Mhm. bah ils avaient galéré la saison, enfin durant la saison régulière. Ils avaient fini sixième si je ne dis pas de bêtises. Là, on avait une très belle équipe de Philly malgré Covid, malgré la blessure de Joël, malgré il y avait pas mal de choses qui pouvaient porter préjudice aux Sixers et au final ils finissent quand même premier de la conférence Est avec une assez grosse confiance. Et tout ça, c'est parti en éclat en croisant un homme aux cheveux, à la coupe de cheveux douteuse. Ouais. Parce que, Non, ouais, et bah du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, et du coup, je voulais revenir sur Ben Simmons. Du coup, t'as parlé de cette action où il était en train de post-up. Je crois que c'était Trae Young en plus. Il était en train de post-up Trae Young ah non non, il était en train de post-up quelqu'un d'autre et il fait un petit demi-tour au poste et du coup, il a un layup ouvert et il y a Trae Young qui vient en aide c'est ça. et du coup, il a peur et il fait une passe et il prend pas le petit layup facile ou le dunk facile. Et, en vrai, ça peut être choquant de se dire qu'un gars, il est payé, je sais pas, peut-être 30 millions l'année, et sur un Game 7, il prend pas ses responsabilités. Donc, franchement, c'est vrai qu'offensivement, genre, c'est vraiment catastrophique, genre, ce qu'a proposé Ben Simmons cette année en demi-finale de conférence. Mais j'ai quand même envie de faire partie de ces gens qui ont envie de voir le positif. Donc forcément du coup il amène de la défense, c'est sûr. Mais je pense en fait c'est pas un problème de Ben Simmons qui est bon ou mauvais, c'est aussi je pense peut-être un problème de mental. Peut-être cette année il était vraiment pas dedans. On l'a vu Paul George, tu vois, ça se voit cette année, tu vois, il a un meilleur mental, tu vois. Et l'année dernière il était pas dedans, cette année il est dedans et on voit ce que ça donne, tu vois. Et là, cette année, il était pas dedans, Ben Simmons. Je sais pas pourquoi. De toute façon, le mental, ça ne peut que s'expliquer par le joueur lui-même, tu vois. Mais, euh, mais je pense qu'il Non, y avait un problème de mental cette année. ouais, bah oui, c'est clair, tu le dis avec l'action que tu as décrit.
Bah, elle est hyper triste cette action. Il a vraiment ouais, bah c'est ça, c'est un gros problème de mental. Alors est-ce qu'il se plaît plus dans cette équipe ou est-ce que, je sais pas, son coach ou même, enfin, moi je vois pas pourquoi il aurait le moral dans les chaussettes autant, tu vois. Je me souviens plus des stats, j'ai vu des stats passer ahurissantes au-delà du nombre de lancers francs manqués, mais le nombre de tirs pris, le nombre de... Alors oui, il fait d'autres choses sur le terrain, d'accord, mais ça reste important de marquer plus de points que l'adversaire au basket. Et si t'es même pas capable de finir sur un... Alors qu'en plus, c'est Trae Young qui vient en aide, on va en parler un peu plus de Trae Young, mais genre, voilà quoi, Triangle il fait ton gabarit et Ben Simmons il fait 30 centimètres de plus et 20 kilos de plus. Donc il devrait arracher ça. Et ouais, après, hâte de voir ce que ça va donner pour lui dans le futur. S'il est tradé, si on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que là, je pense qu'on est tous d'accord, on veut plus le voir à Philly malheureusement. Ou heureusement, Ouais. je sais pas trop comment voir les choses. J'espère heureusement. Et du coup là, je vais me contredire par rapport à tout à l'heure où je disais que j'ai envie de voir le positif. Mais c'est vrai que hormis au-delà des stats aussi, il y a tu sais toutes ces petites choses, tous ces petits hustles et tout qui font que un match est gagné ou perdu. Hmm, Là par exemple le dernier match du coup Clippers Suns, tu vois, les Clippers ont gagné en partie grâce au hustle et grâce à l'envie de gagner, tu vois, tout simplement. ouais, Et du coup, genre, là, j'avais vu une vidéo YouTube qui parlait de Ben Simmons. Offensivement, tu vois, genre, t'as l'impression, le gars, juste, il se met debout à un endroit et il attend, tu vois, il fait c'est rien. ça. Et genre, même pas, il essaye de chercher le rebond offensif, tu vois. C'est tellement triste, genre, t'avais Bogdanovic ou Gallinari, je sais plus. Juste, il utilisait sa main droite ou sa main gauche pour le box out, tu vois. Genre, il avait même pas besoin de faire un effort pour le box out. Ouais, c'est clair. C'était, Non, c'est impressionnant. voilà. La tristesse de la série de Ben Simmons, c'est vraiment impressionnant. Après, au-delà de Ben Simmons, on sait que Joel Embiid était un peu blessé au genou, si je dis Ouais. pas de conneries. Blessé au ménisque. Ouais, Ouais, je ménisque. pense. Donc forcément, en plus, on n'avait aucune idée sur la gravité de sa blessure. Donc ça fait un peu comme celle de Kawhi, là, où on n'avait pas trop d'infos, on savait pas trop... Ouais, au final, il jouait, mais bon, si tu joues à 50%, forcément, quand tu joues à 50% et que ton meneur qui est censé être All-Star, il fait pas le boulot, bah, c'est compliqué de passer une équipe des Hawks qui était en plein essor, vraiment très impressionnante. Je ouais, pense qu'on en parlera un peu après parce que au-delà du côté négatif des Sixers sur cette série-là, il y a un côté hyper positif côté Atlanta, quoi. ouais, c'est sûr. Ouais. Et de toute façon, les blessures qui font que tu n'arrives pas à passer un tour, toi, tu connais de ton côté. Ouais, voilà. En tout cas, cette année, ouais, c'est clair que je connais. Donc ça fait aussi partie du sport et c'est comme ça. En tout cas, on souhaite bon courage aux Sixers là dans leur reconstruction parce que surtout que mince là j'ai mangé son nom qui c'est le Daryl Morey. Donc Daryl Morey le GM, on sait que c'est pas un mec qui est mince, j'ai pas les mots ce soir. C'est pas un mec qui bouge pas à l'été quoi, il a pas peur de faire des changements d'effectifs. On l'a vu déjà l'été dernier. Est-ce que ça va recommencer avec donc Ben Simmons? Il y a le pari Dwight Howard aussi qui a été une catastrophe pardon de ce côté-là. Est-ce qu'ils vont pas aller chercher un Kylori, ce genre de choses? Je pense il a pas mal de cartes à jouer et donc je le vois bien changer pas mal de joueurs encore cet été. C'est sûr, c'est sûr. Après, j'ai cru entendre des rumeurs, enfin, je suis pas sûr, mais j'ai cru entendre des rumeurs comme quoi cet été là, il serait un peu moins prêt à échanger Ben Simmons que l'été d'avant, quelque chose comme ça. Enfin, ça me paraît un peu bizarre. Bref, tout ça pour revenir, du coup, histoire de changer de sujet un peu. Tout ça pour revenir du coup au duo à séparer, du coup, donc il y a Embiid et Simmons, du coup, à séparer. Et je me disais aussi également, peut-être qu'on pourrait séparer Doncic et Porzingis. Je sais pas ce que t'en penses. J'ai vu, j'avoue que j'ai pas été focus à 100% sur le sujet là ces derniers jours, mais j'ai vu que ça s'entendait pas trop bien entre les deux là, c'est ça? Ouais, ça s'entend pas très bien. Sur le groupe Instagram, j'avais envoyé une vidéo YouTube, tu vois. En gros, c'était genre c'est 3 minutes de compilation de
en fait, je crois le titre de la vidéo c'était la chemistry between Mhm. Luka Doncic et Kristaps Porzingis. Ouais. Et et en fait, tu voyais que des actions où t'avais pick and pop, tu vois, Luka avec Kristaps qui fait un écran et ensuite qui pop. Et Luka, bah, au lieu de faire la passe à un Kristaps bien ouvert, il fonce dans le tas et tout en mode tunnel vision et tout. Genre Ah comme s'il ouais. voulait vraiment pas faire la passe à Kristaps. Ça s'entend moins. C'est vrai qu'on en reparlera, je pense, Dallas, hein, parce on a dans l'optique de faire un podcast sur tout ce qui est changement de coach, les petits trades qu'il y a eu par-ci par-là en ce début d'été. Donc on en reparlera de Dallas. Mais c'est vrai que bah, c'est pareil de ce côté-là. Les Mavs, ils vont aussi devoir faire quelque chose avant que Luka Doncic ils disent bon bah moi les gars c'est bon, j'en ai marre, je fais mes valises et je me casse dans un grand marché. Ce qui serait malheureux, très très malheureux pour les Mavs. Il faut à tout prix que, surtout si ça s'entend pas bien, il faut à tout prix que Kristaps soit tradé. J'avoue que j'ai pas là sous les yeux. Tu sais combien de temps de contrat il lui reste à lui? Il me semble que j'avais vu une fois, genre, il lui restait énormément et pour plutôt cher. Ouais, Du coup, ça m'étonnerait pas. genre, Écoute, je vais aller checker rapidement. on Je était vais... sur du Kevin Love ou CJ McCollum euh, Ah oui, niveau vol. ça fait pas plaisir ça. Alors, contrat. Allez. Ouais, mais sinon, du coup, histoire de combler le vide pendant que tu parles, Vas-y, vas-y. du coup, j'aurais une question à te poser. Du coup, cette année, les Dallas Mavericks, du coup, vu comment ça s'est bien bataillé quand même avec les Clippers qui sont actuellement en finale de conférence, Ouais. est-ce que ce serait plutôt du positif ou du négatif au final cette année, les playoffs? Je pense que c'est du Je pense que c'est du négatif parce que tu peux pas te permettre avec un bijou comme Luka Doncic de pas passer un premier tour, même si c'est face aux Clippers, sachant que tu as aussi des gros joueurs à côté et que même si c'est face aux Clippers, pardon, euh, que l'année dernière tu as déjà fait cette prestation là. Je pense que c'est décevant, sachant que l'année dernière, t'as déjà fait à peu près la même chose, et qu'en plus, tu menais deux Ouais. zéro parce que là, c'est vrai que moi, ça me paraît être une éternité les premiers tours, là, mais tu menais 2-0, faut se rappeler de ça, et c'est un énorme choc, en fait. Oui, c'est sûr. En fait, j'allais dire, en fait, en te posant la question, je pensais que c'était positif. Maintenant que tu le dis, enfin, c'est vrai, tu mènes 2-0 à l'extérieur et ensuite là, tu te ramènes à la maison avec un lead de 2-0 et tu t'arrives pas à finir. C'est, c'est vrai que c'est quand même vachement décevant. Et, euh, et aussi, il y a le côté un peu parallélisme avec Trae Young. Tu sais, ils sont souvent comparés parce que c'est la même draft, ils ont été tradés entre eux. Et au final, d'un côté, t'as Luka Doncic qui a toujours pas passé de tour, et de l'autre côté, Trae Young, première playoff, et puis direct finale de conf. Ouais, c'est clair. C'est clair, et on pourra du coup en parler un peu plus tard de Trae Young. Mais c'est vrai que du coup, il y a aussi cet aspect-là, encore plus décevant, je trouve, que bah, tu sais, ils ont été un peu comparés. On a vu les vidéos où Trae Young, tous les gens disaient qu'il était surcoté, ceci, cela. Et en fait, bah, tu vois que le pari Luka Doncic, entre guillemets le pari, hein, il est pas forcément meilleur que Trae Young. Après, franchement, ils ont pas les mêmes effectifs non plus. Je pense que tu files l'effectif de Trae Young à Luka, il fait la même chose largement, je pense. Bah du coup, ouais, là du coup, tu m'as fait penser en parlant de Trae Young. En fait, là, je viens de me rendre compte que ça fait plusieurs fois qu'on utilise Trae Young et finalement, on n'en parle toujours pas parce qu'on se dit que du coup, ouais, c'est finale de conférence, du coup, on en parle plus tard. Mais bon, tout ça pour dire que, ouais, du coup, ce que je voulais dire sur Luka et Trae Young, c'était que, en fait, je pense que c'est le profil de joueur que genre qui rentre dans la catégorie des en fait tu peux pas les arrêter et tu peux juste espérer les ralentir en fait, tu vois, je sais pas si tu vois Ouais, ce que je veux si, dire. C'est clairement. et et en vrai c'est incroyable de se dire qu'ils sont dans cette catégorie parce que dans cette catégorie tu pourrais également mettre des Kevin Durant ou LeBron James, tu vois. Ouais. Je suis vraiment en train de mettre Kevin Durant, LeBron James, Luka Doncic et Trae Young dans le même package. Bah, on l'a vu, je sais pas si Et, t'as vu, j'ai vu une image passer où t'as, tu sais, les moyennes. Bon, alors après, c'était peut-être avec Devin Booker, je sais plus.
tu as les moyennes de points par match en playoff de chaque joueur, forcément avec Michael Jordan tout en haut, sur plusieurs saisons en plus. Mais quand tu insères Trae Young avec ses. Là, il a fait quoi une petite dizaine. Non, plus de matchs. Sa petite quinzaine de matchs. Bah, il est Ouais, genre top 3, je crois, ou top 4, tu vois, des joueurs qui ont marqué le ouais, il plus de était points. top 4. Alors, ça a Et Doncic top largement. 2. Ouais, c'est ça, tu vois. Alors, ça a largement le temps de redescendre. Mais c'est vraiment très impressionnant. Je pense que t'as pas tort de les mettre dans la même phrase, en tout cas pour le moment, au vu des premières saisons. Parce que on en a vu des joueurs passer comme ça, des joueurs magnifiques, et j'espère clairement pas pour eux, mais qui ont une carrière complètement gâchée à cause des blessures ou ce genre de choses. En tout cas, ça peut aller très vite. Donc, on peut le dire à l'heure actuelle, mais pas trop fort, je pense, pour pas s'attirer la, Après, la foudre. l'avantage par rapport à, je sais pas, un Derrick Rose, tu vois, au hasard, c'est que au niveau du style de jeu, déjà, c'est un peu moins Oui, tendance à la blessure, tu vois. ah Enfin, oui, clairement. même s'ils rentrent quand même tous les deux dans la peinture, mais c'est de manière différente, quand même, tu vois, c'est moins aérien, c'est plus, tu vois. Ouais, 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 c'est plus smooth, on va dire. C'est un jeu plus léché. C'est moins, voilà quoi, le style de jeu de Derrick Rose à l'ancienne. C'était à risque de blessure. Tu le vois bien quand des joueurs ils vont au tomard comme ça de manière aussi violente. À chaque fois qu'ils retombent ou quoi, t'as peur du genou, de la cheville. Ouais, je comprends ce que tu dis. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour là. On va changer de sujet. Est-ce que tu veux aborder autre chose ou on reste dans la conférence Est et on parle de l'autre équipe qui est sortie des demi ou pas? L'autre équipe qui est sortie, ah, Ah, qui est l'autre sortie, équipe qui est sortie alors des qui a demi. quitté, qui a quitté les playoffs au niveau des demi-finales de conférence. Tu sais, l'équipe qui joue, Alors, qui joue au niveau d'un pont là, qui joue en ouais, noir. je vois. Toi, t'es en train de me tendre une énorme perche alors que de base je voulais faire une transition Mince. plutôt pour parler de Donovan Mitchell et Rudy Gobert du coup Eh ben écoute, choisis, mais bon. choisis comme tu veux. Ah, juste histoire que t'écoutes ma transition. Vas-y, j'écoute la Euh, transition. euh, du coup tu vois on parlait de jeu aérien, tu vois, de Tomar sur les gens, tu vois, bah Donovan Mitchell il aime bien Tomar sur les gens et tout, C'est vrai. et du coup ça fait de la place dans la peinture, et je me demandais si le duo Donovan Mitchell et Rudy Gobert ne ferait pas partie de cette catégorie de duo qu'il faudrait séparer. Enfin, même si là, ça commence à être un peu plus blasphématoire que Doncic et Porzingis ou Simmons et Embiid, mais on est d'accord qu'il y a un problème là avec Utah. Enfin, ils sont dans une impasse. Alors ouais, je pense que tu as raison. Alors après, sur la série qui joue là spécifiquement face aux Clippers, il n'y a pas Mike Conley, qui est quand même un gros joueur, où il est là pour les quoi? Pour les 2 derniers matchs. Il est fantomatique en plus. Donc ça avantage Il pas revient de le. blessure. Ouais, voilà. Ça avantage pas le Jazz, mais c'est clair est-ce qu'ils sont dans une vraie impasse? Pourquoi tu dis ça du coup? Parce que j'avoue que là, je vois ce que tu veux dire, mais tu penses que le problème, c'est Donovan Mitchell, Rudy Gobert qui fonctionnent pas ensemble? Bah, le truc, c'est que, enfin, je sais qu'on n'aime pas trop critiquer Rudy Gobert quand on est en France, mais, mais en fait, tu vois, Rudy Gobert, le truc, c'est que sa value, tu vois, sa valeur ajoutée, c'est dans la défense intérieure, tu vois, dans la protection d'arceau. Sauf que là, on le voit sur de nombreuses équipes qui peuvent jouer small ball, tu vois, dont les Clippers. Ils ont juste à chercher les switches sur Rudy Gobert et à le forcer à jouer en dehors de la peinture, et au final, bah, du coup, enfin, Il est en j'ai envie de dire, c'est difficulté. relativement simple pour des équipes small ball comme les Clippers de déjouer le plan défensif Rudy Gobert. C'est vrai. Et si tu arrives à déjouer le côté défensif de Rudy Gobert, qu'est-ce qui lui reste en attaque? Pas grand-chose, j'ai envie de dire. Prendre du Euh, rebond, faire des écrans. Pour le coup, il est. Enfin, c'est vrai qu'il y a pas. En tout cas, pour lui, à la création pour lui-même, oui, il est pas capable. Mais il est important dans la pose des écrans. Il prend pas mal de rebonds. Ça ajoute du hustle. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est clair que, surtout pour un joueur comme Donovan Mitchell, qui aime bien aller percer dans la raquette. Après, c'est aussi une question d'équilibre. Si Donovan Mitchell rentre dans la raquette, ça laisse de la place pour un petit hoop pour
pour Rudy Gobert. Donc c'est vrai que je vois ce que tu veux dire. Après, Après, je me dis, le problème, c'est que c'est tellement dur, en vrai, de bien construire une équipe, surtout à Utah, en fait, parce que c'est un petit marché. Et je rappelle les petits marchés, si tes stars, elles veulent se barrer, et bah après, tu te retrouves bien dans le caca, tu vois. ouais, tu te retrouves à la draft, quoi. Le Jazz, ils ont eu vraiment, vraiment de la chance, avec les drafts et tout. En plus, je crois que c'était même pas leur pick, Donovan Mitchell et Rudy Gobert, et ils ont réussi à jouer les nez fins, à vraiment build de manière intelligente. Mais déjà, je crois que j'ai commencé à écouter des rumeurs comme quoi Mike Conley pourrait peut-être quitter le Jazz cet été, tu vois. Et bah s'il y a ça, tu vois, bah déjà tu disais que Mike Conley c'était quand même un gros apport à la fois défensif et offensif. Ouais, Et bah là du coup s'il se barre, tu vois, il restera perdre, que ils perdent un gros joueur. enfin ça c'est compliqué C'est vrai que comme c'est complexe, situation. surtout qu'ils ont posé un gros 200. C'est combien qu'ils ont posé sur Gobert là? À chaque fois j'oublie. 200 millions? 200. Je sais jamais. Ouais, 200 millions sur 5 je pense. 205, Mais 205 millions sur 5 ans? ouais. Oh là, je sais plus. Je sais plus. Mais je vois ce que tu veux dire. En tout cas, ça reste une énorme déception. Je pense qu'on est d'accord. Une équipe qui finit première de la NBA, qui sort en demi-finale, malgré un joueur majeur blessé, surtout face à des Clippers qui, même si, franchement, je pense qu'on en parlera pareil, comme les Hawks, côté Clippers, il y a zéro, ça ne démérite pas. Pour tourner ma phrase autrement, ils déméritent clairement pas les Clippers. Parce qu'en plus, Non. ils remportent les deux derniers matchs. Ils remportent les deux matchs sans Kawhi Leonard pour sortir le Jazz, dont un match où Utah menait encore de quoi 25 points à la moitié du troisième quart ou à la mi-temps. Je sais plus. Je sais que Ouais. j'étais devant ce match-là, mais ouais, franchement, ça pue côté. Tu crois qu'il faut faire quoi? Tu crois qu'il faut changer de coach? Parce que pour le coup, euh, Quinn Snyder, c'est pareil, il a été assez décevant. J'allais te dire, ouais, Quinn Snyder qui se fait outcoacher par Tyronn Lue, hein. Et c'est ton coach à VR. Ouais. Non, C'est bref. c'est clair que la phrase, elle fait mal à prononcer en 2021, mais c'est vrai. Enfin, genre, les ajustements de Tyronn Lue, ils sont hyper inattendus, je sais pas. Je sais pas si on peut dire que c'est inattendu, parce que c'est vrai que quand tu joues Gobert, tu l'as dit toi-même, il faut l'écarter de la raquette. Donc, ils sont inattendus, mais en plus, ils continuent de jouer comme ça contre les Suns, ça marche plutôt bien, même si ils sont un peu le couteau sous la gorge. Franchement, Là, c'est. récemment, ouais, Tyronn Lue a fait un ajustement, bon, là, je rentre sur les finales de conf, mais il a fait un ajustement en tentant un petit pari avec DeMarcus Cousins et bah, Mm, pour le Game 5 et ça a mm, payé. Et mm. franchement, Tyronn Lue, faudrait commencer à lui mettre un peu de respect là parce que attends, je crois que j'avais une stat. Ah oui, Tyronn Lue, du coup, dans sa carrière au coaching, lors des Elimination Games, du coup, quand il risque sa peau, tu vois, il est à 10-2. Ouais, il est à 10-2. J'allais dire, j'ai vu la stat passer ce matin. Mais ouais, c'est clair, 10-2, c'est énorme. Alors après, il a un joli star system aussi, parce qu'on pourra reparler de. T'as commencé à amorcer Paul George tout à l'heure. Clairement, il a aussi ça de son côté. Mais, euh, mais ouais. Put some respect on Tyronn Lue, please. Même si c'est pas un coach que je kiffe trop, c'est vrai en ce moment, il nous montre des belles choses. Euh, Ouais, du pas coup, comme Doc Rivers. ouais, pas comme Doc Rivers. C'est clair on en a même pas parlé. On part un peu dans tous les sens, mais c'est vrai qu'on n'a même pas parlé de Doc Rivers côté Hawks Sixers. Je sais pas si tu veux en dire deux trois mots sur Doc Rivers ou si tu veux qu'on change d'équipe. Non, je pense qu'on peut changer d'équipe. On en J'en ai parle. marre de parler des Free On One a, League là. on en parlera. On en parlera, bah, je pense, au niveau de notre podcast consacré au coach. Si on fait un petit tour de tous les coachs de la ligue, on viendra forcément sur Doc Rivers. Bon, du coup, on finit. On continue avec plutôt Denver ou plutôt Brooklyn? Denver ou Brooklyn, Denver ou Brooklyn. Bah vas-y, on peut parler de Denver du coup. On peut parler de J'aurais un Denver. peu moins de choses à dire dessus que.
Brooklyn. Et on finira sur les Nets. Bah, de toute façon, en vérité, Oublie pas les Blazers. est-ce qu'il y a les Blazers? Ah oui, mais les Blazers, Ah, c'était non, encore plus vieux. ouais, mais non, mais j'avais envie d'en parler un peu Ah, vite tu fait, voulais en parler un maintenant. peu? Ok, bah vas-y, tu nous caleras les Blazers. Euh, du coup, côté Denver, c'est ce que j'allais dire. De toute manière, t'as dit qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Et malheureusement pour les Nuggets, ils n'avaient pas les armes face à Phoenix. Ils étaient beaucoup trop forts, les Suns. Ils sont d'ailleurs toujours beaucoup trop forts, mais euh, c'est un sweep, hein, si je me remémore bien. Un Suns gros, in 4. ouais, exactement. Putain, c'est vrai. Un gros sweep bien crade. Là, le backcourt de Denver a clairement craqué. Et puis Ayton est trop fort dans la raquette pour Nikola Jokic. Je sais pas si tu t'es noté autre chose, si tu as d'autres points à aborder, parce que même en termes de coaching, Mike Malone, il a beau tout tenter, c'était trop compliqué. Non, c'est sûr, c'est important d'être healthy, d'être en forme. Ouais, voilà, bah, on le disait, on revient autour des blessures. Et là, l'absence de Jamal Murray, vraiment trop compliqué à combler, on va dire. Après, pour être honnête, même sans blessure, je pense les Suns, ils gagnent quand même cette série. Après, forcément, c'est peut-être pas 4-0 non plus, mais je pense qu'ils gagnent quand même cette série. Ouais, ouais, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je sais même plus si on avait donné nos pronos. Et je crois qu'on n'avait pas donné une série serrée de toute manière. Non, Je me je pense souviens. pas. Je me souviens plus. Je t'avoue que... Ça remonte à il y a beaucoup trop longtemps. Bref. Mais donc du coup voilà, Denver, on les retrouvera la saison prochaine en plus grande forme. Ça a quand même permis, mais on en avait déjà parlé, mince comment il s'appelle? Kevin Porter, non pas Kevin Porter, Michael Porter Jr. Michael Porter Jr. Qui a quand même, là je me souviens plus de sa série face aux Suns, mais je crois qu'il a, bah, comme d'hab en fait, beau offensivement et galère en défense, donc forcément ça aide pas quand tu joues une équipe aussi forte. Mais Non, c'est sûr. en tout cas, on les retrouvera la saison prochaine. Ce sera certainement toujours intéressant à suivre cette petite équipe de Denver. Du coup, tu voulais nous parler des Blazers un peu? C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire sur les Blazers là, en ce moment. Ouais, c'est vrai il y a beaucoup de rumeurs. Après, on n'avait pas dit que tout ce qui était rumeurs, au final, on le ferait ça sur un prochain podcast. Pardon. Comme Mais, tu veux, on peut aborder ça tranquillement. mais non, ce que je voulais dire, en fait, surtout sur ces playoffs pour les Blazers, c'était que ouais, donc je t'ai passé par cette stat. Donc je sais pas si vous connaissez la stat, le game score. Du coup, c'est un peu comme le score TTFL, mais en un peu différent parce que tu vas pas trouver des gens en game score à 99. Mais c'est un peu sur le même principe. Ça prend en compte beaucoup de stats, points, rebonds, passes, field goal percentage, 3-point percentage, etc., tu vois. Et du coup, bah, est-ce que tu sais qui a le meilleur game score de toute l'histoire de toutes les playoffs de toute l'humanité? Damian Lillard. Damian Lillard Waouh. contre les Nuggets cette année lorsqu'il a fait son fameux match à 12 3 points. T'as vu comme je suis super trop fort, comme c'était pas du tout apporté sur un plateau. Sérieux, Ouais, j'ai même pas regardé ça. alors, en même temps, il était à, je crois, 55 points à 12 sur pas grand chose, enfin, très très propre à 3 Ouais, points. ouais, ouais. Euh, Franchement, le mec, il fait tout. Match Et de c'est ouf. vrai que au final, ils ont perdu cette game. Et du coup, au final, bah, du coup, ouais, quelqu'un disait ça sur YouTube. Au final, on en a parlé sur Twitter pendant 24 heures, puis après, on a oublié. Alors que non, c'est quand même un match incroyable. Oh, C'est c'est du clair. même calibre. C'est du même calibre qu'un certain match d'un certain Snake, un certain Game 5. Ah ouais, Euh, ouais. Je vois la transition arriver. Je voulais un peu parler encore des Blazers, mais si tu veux, je prends la transition directe sur les Nets et, euh, et les Nets qui sortent au bout de 7 matchs face à Milwaukee. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on va élaguer un peu pour pas que ça dure trop longtemps parce que je vois qu'on est déjà une bonne quarantaine de minutes. Euh, Quarantaine. ouais, de mon côté en tout cas.
Après, il y a peut-être le début, mais en tout cas, euh, qu'est-ce que tu as à nous dire sur les Nets? Sur les Nets, alors, bon bah déjà, donc je l'ai déjà dit, mais je suis heureux parce qu'ils ont perdu. Mais parce que de base, tu vois, je suis fan d'une équipe de petit marché, tu vois. Et du coup, quand je vois des gros marchés qui ont juste besoin d'attirer des stars pour gagner, tu vois, ça me fait chier, tu vois. Forcément, ça me fait chier. Du coup, en général, je suis pas trop pour les super teams. Comme je te Alors, comprends. Ah, et, les gros marchés, là, ça et, dégoûte. Mais bref. Mais après, c'est vrai que cette année, quand même, bon, peut-être les fans des Cavs vont pas être contents, mais il y a un moment, quand même, j'étais pour les Nets, parce que, tu vois, quand il y a eu la blessure de Kyrie Irving, je me suis dit, ah putain, c'est trop triste pour KD, tu vois, j'aimerais bien le voir performer de fou, du coup, juste histoire d'eux, tu vois. Et bah, comme par hasard, il a performé de fou, Je crois que tu juste l'as histoire vu. d'eux. Juste histoire de, hein, vraiment juste. C'est vrai que je vais regarder si je peux aller mettre les stats sous les yeux vite fait du match C'était quoi? C'était 45 points, de KD. 10 ou 15 rebonds et 10 assists. Ouais, c'était un triple-double à Je 47, 15, 10 avec 70% au tir, ouais, un truc comme ça, un truc 70% au tir. complètement ahurissant là. Et la win. Et la win, ouais, ouais, et la Et, win. Le match 7 arraché. Et le pire, c'est qu'il recommence pour. Harden, il avait joué ce match? Je sais plus. Si, si, Harden, il joue que sur une jambe d'ailleurs. Et genre, Ah oui, il il était joue à, pratiquement 40 ouais, il était à minutes 10%. à. Non, attends, c'est pas ce match-là, je crois. Je me suis trompé. Ah, c'est un autre, mais bref, c'était pas le Harden. C'est le match 5. Ah oui, c'est le match 5, je dis des bêtises. Le match 5, 49 points, 17 rebonds, 10 passes. Et Harden joue 45 minutes et pour 5 points, 6 rebonds et 8 passes, mais il joue. Enfin, il a qu'une cuisse de disponible en fait. Donc forcément, un vrai guerrier sur le coup, ce Mister James Harden. Et En c'est. plus, un truc que je trouve incroyable, c'est que même s'il est sur une cuisse et que tu sais qu'il va pas forcément le mettre, tu vois que la défense, elle respecte quand même un minimum, tu vois, qu'elle hésite quand même à le laisser ouvert ou non, tu vois. Et Forcément. je trouve c'est parce qu'il a une aura, tu vois, parce que tu vois, je pense qu'il y a un respect du côté du fait que c'est un des meilleurs scorers all time. Et même s'il est blessé, la défense a quand même envie de le respecter, tu Ah, vois. c'est clair. Ça, je trouve ça incroyable. C'est clair qu'il fait trop peur. Même blessé, tu laisses pas Harden. Et c'est vrai que là, je disais des bêtises parce que je disais qu'il a arraché le match 7. Mais non, c'est les Bucks qui, après, arrachent le match 7. Ils sont où ils sont? À Milwaukee. C'est ça? Qu'est-ce que je dis, moi? Ouais, Si, c'est peut-être tu ça. confondais avec Arrache la prolongation. Voilà, et après, il y a le match 7 complètement dingue avec la prolongation, avec 3 cm de trop sur les chaussures de KD. Et là aussi, il fait Aïe. un match de malade puisqu'il met 48 points, 9 rebonds et 6 passes. Un peu moins impressionnant, mais face à un Giannis qui met 40 points, 13 rebonds, ce match, il était dingue. Franchement, c'était fou. Après, je crois en overtime, Kevin Durant était à 0%, mais bon, en même Mais temps, il après, a joué quasiment toutes les minutes. Il était je, fatigué, ça suis, se comprend, tu je vois. crois que c'est pas quasiment toutes les minutes. Il a joué 53 minutes. Donc, tu Ah, peux, toutes les tu peux minutes. enlever quasiment le quasiment de ta phrase. Mais non, c'est clair. Bah, et puis, de toute façon, l'overtime, il y a 6-2 pour les Bucks. Je me souviens parce que il était genre 6 heures du matin. Moi, j'avais pas beaucoup dormi. J'étais crevé, j'en pouvais plus. Et l'overtime, il n'y a rien qui rentrait. C'était absolument horrible. Et, c'est vrai que c'était un match complètement dingue. Mais au final, les Nets qui sortent. Bon, alors, est-ce qu'on est étonné que les Nets, dans les conditions qu'on connaît, avec un Harden qui joue pas les premiers matchs et qui joue les derniers matchs sur une cuisse, un Kyrie qui se blesse, il s'est blessé au quoi lui, au premier match, deuxième match, Non, quatrième, non? quatrième, ah il joue autant que ça. Oh, je te dis ça, Ouais, je j'ai pense, hein. l'impression que ça fait une éternité déjà que Je j'ai vu pense qu'il ces se blesse au matchs-là. quatrième et c'est pour ça que du coup, cinquième, ils font ramener Ah, Harden c'est et ça, KD est en mode, tu vois, KD. You c'est know ça. who I am. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, avec les conditions qu'on connaît, au final, je suis pas plus étonné que ça, que les Nets sortent. Comme on l'a déjà dit, en plus, ils sont en année 1. Ils sont pas beaucoup joués sur la saison régulière tous ensemble.
Franchement, je pense qu'elle est quand même réussie cette saison. Tiens, je sais pas ce que t'en penses. J'ai peut-être une énorme aberration, mais elle est quand Euh, même réussie, non? Attends, c'était quoi les mots exacts de KD? Je crois il avait dit quelque chose comme quoi il était heureux mais pas satisfait. Non, je sais plus, mais il avait dit quelque chose comme ça en mode mitigé, tu vois, en mode. Ouais, c'est ça. Et ouais, bah c'est ça forcément. Tu ne peux que être dégoûté d'être si proche de pouvoir aller en finale de conf et aussi d'avoir des blessures et tout. Et après, j'ai envie de dire Kyrie, c'est pas la première fois qu'il se blesse en playoff. Hein. Enfin, c'est, on connaît les gens qui sont injury prone, tu vois, sans Ouais. vouloir passer pour un connard, tu vois. Mais, et sinon, ouais, du coup, je m'étais fait la réflexion là, pendant que tu parlais. Si Kyrie ne s'était pas blessé là à Game 4, on n'aurait pas eu la dinguerie là de Kevin Durant et on n'aurait peut-être pas eu non plus Harden qui revient, je pense. S'il voit que Kyrie est là, je pense il rush pas le retour d'Harden. Non, ouais, c'est sûr. Et du coup, KD avec Kyrie et sans Harden, du coup, je pense que les Bucks peuvent quand même gagner cette équipe sans la blessure de Kyrie. Tu penses que les Bucks ils sortent quand même les Nets? Honnêtement Enfin, sur si les on part du principe que du coup Harden ne revient pas si Kyrie se blesse pas et que du coup Harden et que KD du coup n'est pas en mode monstrueux KD ouais. du coup Bah autant sur le match bon sur le match 5, il y a pas photo KD a été incroyable et a sauvé les Nets à la fin du match. Autant sur le match 6, même si ça a été toujours très serré sur le match, de souvenir, les Bucks ils mènent de bout en bout. En fait, je suis bête, je peux regarder sur. Alors attendez. Ils mènent de bout en bout, donc ils ont été hyper costauds. Et sur le match 7, je vais vérifier ça. Sur le match 7, même si ça joue des deux côtés, ils ont quand même été hyper solides. Le trio, le trio le duo plutôt tu Giannis veux que je Middleton. comble pendant que Non, tu parles enfin, pendant que tu t'inquiète pas, recherches t'inquiète pas, je viens de trouver. Le duo ok ok Giannis Middleton a été impressionnant. Euh, petit bémol sur Jrue Holiday au final sur cette série, je pense que s'il avait fait un taf plus impressionnant, les Bucks auraient plus facilement passé, hein, c'est logique. S'il avait été meilleur, si tes trois meilleurs joueurs sont au top de leur forme, je pense que les Nets, ah, c'est sûr hein. peuvent pas passer, surtout avec les C'est blessures comme qu'ils ont. quand les shoots rentrent forcément il y a plus de chances de gagner tu vois Grave, c'est la même chose tu vois c'est grave, c'est beaucoup plus facile le basket comme ça. ah en parlant de shoot qui rentre Joe Harris on en a pas parlé mais putain la catastrophe Ah ouais, c'est clair. J'ai pas ses stats sous les yeux, mais il a pas rentré beaucoup de tirs, hein. Je sais pas sur quel pourcentage il est sur la série. Attends, regarde, je peux choper ça vite fait. Joe Harris, tu veux que je comble vas-y, qu'est-ce que t'as de beau à dire? ah bah, vous saviez que du coup, donc les meilleurs scoreurs en ISO sur ces playoffs, en termes d'efficacité, du coup en termes de effective field goal percentage, donc qui prend en compte les 2 points et les 3 points de manière pondérée, on a Kawhi en 1, on a Harden en 2, parce que oui, du coup il était pas blessé sur la première série, et du coup bah, Harden en ISO, tu connais. Ouais, trop Et en fort. 3, on a Reggie Jackson en 3. Reggie Jackson, faut qu'on va aborder aussi le sujet Clippers. Mais du coup, pour revenir sur Joe Harris, il est à alors 4 plus 42, ça fait 46 plus 3, 49. Il est à 16 sur 49 à 3 points sur la série. Ce qui fait un pourcentage que j'ai pas envie de calculer, mais ça fait vraiment pas beaucoup. 16 sur 49 pour un mec qui est censé être le troisième meilleur tireur à 3 points qu'a vu KD dans toute sa carrière derrière Curry et Clay. Ça fait pas lourd quand même. Ça fait une belle tâche sur le CV là. 32%. Bien joué. Bon bah, Voilà. Bah, je sais pas combien elle était, KCP ou Caruso, mais ça devait être dans ces alentours-là. c'est clair. Non, franchement, je pense que KCP et Caruso, ils étaient encore plus bas que ça parce que clairement, les Lakers, ils ont eu
des sessions au tir vraiment, enfin des matchs complets au tir vraiment horribles, des pourcentages horribles. Donc, euh, donc bon, ouais, c'est clair que Joe Harris, il a pas fait sa série et ça a pas aidé KD. Donc voilà, on va arriver tranquillement sur les finales de conf. Les finales de conf. Par où tu veux commencer, dis-moi. On parle de qui d'abord? Alors, déjà, j'ai envie de faire une petite, pas introduction, mais j'ai envie de parler de un peu l'histoire vite fait. Euh, donc, euh, ouais, ok, ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok, non. Je confonds deux trucs. Bon, c'est pas grave. Je confonds deux notes différentes. Mais bon, ok. Donc, sur les finales de conf, du coup, on a Bucks, Hawks, Suns et Clippers. Donc, comme vous le savez, les Clippers, c'est la première fois de leur histoire qu'ils sont en finale de conférence. Bon, les Bucks, la dernière fois, c'était 2019. Les Hawks, c'était 2015. Et sinon, encore avant, ben, faut remonter vraiment il y a longtemps. Et les Suns, c'est depuis 2010. Et, euh, et après, avant, bah, c'était encore avant. Mais du coup, voilà, franchement, c'est agréable, ce changement, tu vois, ce renouveau un peu. Ah bah c'est clair que c'est quatre équipes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au top, hein. Surtout dans le Final Four. Dans le Final Four. Ouais, ouais, c'est. Et, Et pour. et Vas-y, vas-y, continue, pardon. ouais, non, ok. Et du coup, ouais, et du coup, parmi ces quatre équipes-là, tu vois, il y en a une qui pourra être championne. Et en vrai, genre, quand tu fais l'historique, genre les Clippers, là, s'ils gagnent le titre, ce sera la première bague de leur histoire. On aura potentiellement un Paul George qui arrive à carry sans Kawhi Leonard. Ou peut-être on aura un Kawhi qui reviendra sur les finales et qui aura du coup trois Finals MVP différents chez trois teams différentes. Ouais. Coucou LeBron. Ouais. Et du coup, forcément, qui dit champion, on dit normalement bah, une re-signature quasi actée. Hein, Kawhi, normalement, quand t'es champion, tu re-signes. Hein. Ouais, comme à Et, Toronto. et ce serait très drôle du coup que les Lakers soient champions 2020 et les Clippers champions 2021, tu vois aussi. C'est vrai. Et, et si Tyronn Lue est champion cette année, oh là là, mon dieu, le mea culpa. Ah bah clairement que si Tyronn Lue il est champion. Bah moi je vois pas les Clippers je vois pas les Clippers aller en finale forcément ou même gagner. Mais en tout cas Et ouais, et côté Suns du coup, vu que là du coup j'ai une liste, tu vois. Donc côté Suns, bah, du coup ce sera également la première bague de leur histoire. On aura un Chris Paul qui aura enfin un titre NBA avec près de 16 ans de carrière, dont énormément de malchance. Tu peux en témoigner. c'est clair. Euh, et ce serait également des premières playoffs vraiment mythiques pour Booker, Ayton et Bridges. Et franchement, ça donne lieu à un très beau futur et potentiellement une dynastie à la Kobe Shaq. Ouais. Sauf que cette fois, t'as Chris Paul. Ouais, t'as Chris Paul, mais on a entendu des rumeurs comme quoi Chris Paul il prendrait pas sa dernière année de contrat qui est pourtant à 40 millions et des brouettes là, pour Ouais, soit prendre moins, soit partir ailleurs. Donc je sais pas c'est vrai. qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. En tout cas même sans Chris Paul, ça lance bien cette jeune équipe des Suns. Franchement, ça fait plaisir de les voir ici. Et du coup, côté Hawks, donc ce sera pas leur première bague de l'histoire, mais la première bague depuis Oh, oui. 1958. Ouais, c'est ce que Donc j'allais dire. totalement une ère différente. Bob Pettit. Et ce serait un début de carrière dans le playoff juste mythique pour Trae Young. Enfin, genre, premier playoff bague, genre, ce serait incroyable. Pour Nate McMillan aussi, ce serait incroyable. J'ai pas son CV sous les yeux, mais je pense que ça fait plaisir au CV, une petite bague. Oh oui. Et, et du coup, s'ils finissent champions, enfin, même s'ils finissent pas champions, en vrai, j'ai envie de dire, à moins d'un cataclysme, on les reverra forcément encore souvent en haut de tableau, à l'Est, Bah là, ouais, je, je pense. juste cette saison-là, elle est incroyable. J'ai pas envie, j'ai peur que ça, bah j'ai pas envie que ça retombe la saison prochaine, quoi. Tu La- penses que ça peut retomber? je sais pas, je sais pas. Je t'avoue que c'était pas un peu un all-in cette saison. Il y a pas beaucoup, quoique, il y a quoi comme joueur qui est sous contrat En fait, pour la saison prochaine? c'était vraiment une saison en mode pour faire plaisir à Trae Young, lui montrer qu'on a envie d'être content, enfin de jouer au moins les playoffs, parce que ce soit Trae Young ou que ce soit Luka Doncic, les jeunes joueurs maintenant de Mhm. nos jours, ils aiment bien vraiment se plaindre
et forcer le management à faire des choses. Ouais, c'est clair. Tant mieux, hein, Ah tant bah là mieux pour eux. c'est réussi côté Hawks, hein. Clairement. Mais du coup, comme Ouais. je sais pas quel joueur est sous contrat, quel joueur, tu vois, il y a John Collins, je sais qu'il doit aller chercher un contrat. Est-ce que les Hawks vont lui poser le contrat qu'il veut? Si il fait trop Ah, une tête de con, est-ce qu'il veut il pas va partir? re-signer. Il va re-signer quand même. Bah oui, je pense qu'avec Pour sortir après ses playoffs. avec ce qu'ils font, ouais, voilà, ce qu'ils font en playoff, c'est incroyable. Donc il n'y a pas de raison qu'il re-signe pas. Mais si vraiment il fait sa tête de con et que genre les Hawks ils veulent pas le signer au max, ça, je sais pas. Je sais pas comment ça peut se passer sur cet été. Ça peut être assez tricky l'été des Hawks après cette campagne de playoff absolument dingue. Et en parlant d'une équipe, du coup, qui, cette fois, on est un peu plus sûr que ça jouera le haut de tableau encore pendant un petit moment, les Bucks. Donc, s'ils gagnent, donc ce sera également la deuxième titre de leur histoire. Mais ce sera le premier titre depuis 1971. Donc, c'est pas 58, mais ça reste quand même il y a un paquet Ouais, d'années. bah En 71, fait, ça fait 50 ans. exactement 50 ans 50 ans pile pile poil. poil. Eh oui, Oh, ce serait beau, ah, ce serait pas mal. hein. Et ce serait du coup un palmarès, je sais pas, tu peux me contredire, mais je pense probablement déjà top 30 all-time s'il fait 2 fois MVP, une fois DPOY et une fois Finals MVP Ouais, pour pour Giannis, Giannis Antetokounmpo. sachant que je Sachant sais qu'il même a pas passé si les je Nets l'avais de dans mon Kyrie, top 100. KD. Je sais même pas si je l'avais dans mon top 100 quand on l'a fait. Ah ouais. Ce serait une entrée folle dans le top 100. Ça vaut le coup de se Après, tu repencher l'as fait dessus, avant mais moi, je crois, non? Ton top 100, tu l'as fait un peu on avant l'a moi. fait, ouais, un petit peu avant toi, mais je sais plus. Il avait quoi? Il avait un MVP. Quoique s'il était peut-être. Oh, je t'avoue que je sais même plus. Oh. Si, il doit quand même y être, Non, mais très bas, hein. Très très bas. Et du coup, s'ils sont champions, franchement, énorme respect à Jrue, à Middleton et à Tucker, PJ Tucker. Ouais. Et bon, après, du coup, s'ils sont champions, Budenholzer, il va re-signer. Mais bon, voilà, t'es champion quand même, tu t'en fous. Ah, ça c'est un sujet, ouais, un sujet qu'on pourra aborder ce week-end. Mais Ah, ça tease. c'est vrai en tout cas, les quatre équipes là, comme tu l'as très bien dit, euh, ça joue à la fois gros et à la fois, alors gros pour certaines équipes, ça joue complètement décomplexé pour d'autres. Mais dans tous les cas, on aura un très très beau champion, même si les champions sont tous beaux. Mais bon, par exemple, quand t'es les Lakers et que tu as ton 17e titre, c'est pas pareil que des Suns qui vont chercher le premier, tu vois. Franchement, ça, je pense que ça a une autre saveur. Et même pour tout fan de basket, t'es content de voir une nouvelle équipe accrocher une bannière au plafond. Donc, euh, même moi, qui suis fan des Lakers, je serais content que les Suns remportent le titre. Et les Clippers? Ouais, les Clippers aussi, mais moi j'aime tout le monde. Moi, de toute façon, j'aime tout le monde. Ah, ok. C'est Surtout tout que le les monde, Clippers, ça. ils ont et Kawhi que je kiffe et Paul George que j'adore. Donc, Ouais. forcément, je serais même heureux que les Clippers mettent un terme à toutes ces années de galère, les pauvres. D'ailleurs, Tellement. tu disais que il y avait des équipes qui auraient la pression. Tu penses à quelle équipe, par exemple? Je sais pas, une équipe qui joue en vert et qui a un cerf sur le maillot, peut-être. Ah, ok. tu Vas-y, penses, tu penses- explique. Bah, ils ont la pression parce que. Alors, certes, ils ont passé les Nets, mais l'année dernière, c'était Kata. L'année d'avant, c'était Kata. Giannis, même s'il a signé, même s'ils ont un gros trio pour les prochaines saisons, bah, faut commencer à se poser des questions sur. Surtout si. Bon, là, si tu sors contre les Hawks, c'est une énorme catastrophe. Mais si t'es pas. Enfin, je vois pas comment, maintenant qu'ils ont passé Brooklyn, les Bucks ne peuvent se satisfaire d'autre chose que d'un titre. Franchement, j'y vais peut-être un peu fort. Mais avec les équipes qui restent, surtout si Kawhi revient pas, même si Phoenix, ils ont une superbe équipe, Ouais, je vois. ils sont beaucoup plus jeunes. Donc, honnêtement, je pense que Giannis et ses copains, là, ils ont une grosse pression sur leurs épaules. Est-ce que t'es pas d'accord avec ça? Ouais, si, ouais, c'est la pression du contender un peu. C'est la pression C'est du ça, ouais, favori c'est entre ça. guillemets. Ouais, maintenant, c'est eux qui sont les favoris, en fait. Ouais, je suis d'accord parce autant tu vois, donc c'est vrai, tu l'as dit, donc là Milwaukee c'est bon, ils ont lock-in les contrats de ces trois prochaines de leurs trois grandes stars sur les je sais pas combien de années, mais bon ça va, ils les ont pendant un bon Ouais, c'est moment. clair. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même la pression du contender. Et aussi j'ai envie de rajouter
si on s'autorise à faire la petite boule de cristal et à essayer de voir dans le futur, je pense qu'ils ont aussi la pression parce que tu te dis, une équipe qui a Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden, tous les ans, ça te fera chier, tu vois. Tous les ans, ça sera contender minimum. Ouais, Et c'est tu clair. sais que chaque année où ils sont déjà sortis est une année sur laquelle il faut comptabiliser. Ouais, c'est clair que là, j'ai pas envie de dire que c'est la saison ou jamais, mais l'année prochaine, ils seront encore là. Avec un peu de chance, il y aura enfin, avec un peu de chance pour les Nets, il y aura moins de blessures de leur côté. Et là, vas-y, va t'embourber des Nets qui ont la haine, qui ont besoin de revanche et qui sont en pleine forme. J'aime bien Milwaukee, mais honnêtement, c'est pas la même chose que de jouer un KD qui joue 48 minutes par match pour essayer de sauver les meubles, quoi. Et qui les a très bien Ouais. sauvés, En en plus, il plus, a emmené les Bucks en 7 matchs, mais franchement. ouais. En plus, j'ai envie de rajouter également que bon, on parle beaucoup, mais mais j'ai envie de rajouter que donc cette année, on l'a vu, donc les champions NBA, ils ont eu vraiment une off-season vraiment courte parce que du coup, Adam Silver a voulu faire programmer tout ça, c'est un peu compliqué. C'est vrai. Et là, on va le voir cette année également. Les champions, ils vont avoir une off-season beaucoup plus courte que par exemple Brooklyn là, qui là, ça y est, ils sont en vacances, du coup, ils peuvent se reposer, tu vois. Mhm. Donc, C'est vrai que ça joue aussi. Alors, ce sera pas aussi court que ce qu'ont eu, par exemple, le Heat et les Lakers. Mais mais quand même. ce sera quand même relativement court comparé aux saisons. Ouais, c'est vrai que la saison 2021, elle va vite 2021-2022, pardon, elle va vite pointer le bout de son nez. Donc, il va falloir faire attention aussi à ça. Est-ce que tu veux qu'on se focus un peu sur les deux séries qui nous restent en cours pour le moment? Vas-y, vas-y. On se fait quelques minutes dessus. Donc on commence par l'Est du coup, Bucks Hawks. Comme ça, Vas-y, Est, fais-toi plaisir. Ouest, Vas-y, classique. vas-y. Ok. Classique. Bah déjà, du coup, avec, en fait, on n'a pas vraiment préparé en mode preview, mais on peut toujours improviser ou avoir des trucs à dire. Du coup là, déjà j'ai un truc à dire, c'est-à-dire que bon, du coup on le sait, Trae Young, je sais pas si vous avez vu cette action, donc je crois c'était quand il revenait en transition, du coup il a marché sur le pied d'un arbitre et qui était vraiment proche de la ligne. Enfin, l'arbitre il avait rien à faire là, il pouvait reculer un peu, je pense. Et du coup, bah, il était blessé pour le reste du quatrième quart-temps du Game 4 ou Mhm. Game 3. Ouais, Et du coup, il sera out pour le Game 4 qui est ce soir. Ce soir, au moment où on tourne, tout à fait. peut-être ce sera hier soir pour vous, je ne sais pas. Certainement. Mais, mais bon. Déjà, Mais ça du coup, fait. voilà. Et ouais, et c'est bien relou parce que en vrai, je pense, genre, même si peut-être ça fait un peu retourneur de veste de dire ça parce que personne voyait les Hawks à cet endroit-là à ce moment-là, mais je pense que en vrai contre les Bucks, s'il y avait pas cette blessure de Trae Young et que tout le monde était healthy, je pense que ça peut limite aller en Game 7 parce du coup, on disait tout à l'heure que Luka Doncic et Trae Young étaient dans cette catégorie des tu ne peux pas les arrêter. Et du coup là, donc je vais parler un peu stratégie. Je ne fais jamais ça normalement, tu vois. Je suis pas baskettique faire, je ne parle pas stratégie. Mais bon, du coup, on voit comment du coup les Milwaukee Bucks ont décidé de défendre sur Trae Young sur pick and roll. Donc ils ont décidé de défendre under the screen, enfin sous l'écran. Du coup, ça laisse pas mal d'espace à Trae Young pour shooter en première intention à 3 points. Euh, Forcément, de toute façon, en défense, tu peux pas défendre parfaitement. Si tu défends d'une telle manière, c'est que tu décides de couper telle ou telle chose et de laisser telle ou telle chose. Donc là, ils ont décidé de laisser un peu d'espace pour tirer à 3 points. Donc parfois il le met, parfois il le met pas. Mais également, du coup aussi, lorsque du coup il y a le roll, ils ont décidé de un peu plus serrer la hoop et du coup laissant pas mal d'espace pour le flotteur. On sait que le flotteur Trae Young, c'est pas trop mal. Et du coup, franchement, vu la manière dont les Bucks défendent, Trae Young, il a fait énormément de mal. Et je pense qu'il aurait été healthy, il aurait pu presque, je pense, les amener en Game 7. Ouais, c'est possible. Alors, il a fait une énorme perf sur le premier match. Après, il s'est fait complètement éteindre au deuxième. Et il a refait une énorme perf au troisième match. Donc, à voir. Je sais pas Avant de se blesser. si c'est parce que. Et maintenant, ouais, et maintenant il s'est blessé.
Mais je sais pas si c'est parce que ils galèrent, bon, ils galèrent forcément à défendre sur Triangle. Pourtant, ils ont Jrue Holiday qui est un très gros défenseur. Ou si c'est parce que lui, il a eu un vrai passage à vide. Je t'avoue que j'ai pas vu le match, j'ai pas vu le deuxième match. Donc je peux pas. C'est vrai que cette série-là, je l'ai pas extrêmement vue. J'ai vu quelques highlights, quelques morceaux de carton. Mais j'ai vu Il me aucun semble match que au le complet. deuxième match, il me semble que le deuxième match, il y a eu aussi une petite panne côté tir à 3 points de l'équipe en général des Ouais, Hawks. c'est ça. C'est ça parce qu'il y a Et il eu, n'y a il y pas a de eu secret, aucun débat. Bah, il y a si tu eu rentres tes 3 points, t'as plus de chances de gagner. Et une si énorme, tu rentres pas, t'as moins de chances. c'est clair, il y a eu un énorme deuxième quart des Bucks en mode bah, rouleau compresseur comme on les connaît depuis ces deux-trois dernières années là. Donc hyper grosse défense et attaque de folie. Forcément, ça, là, il n'y a aucune équipe qui peut contester ce jeu-là. Je sais pas si je suis d'accord avec toi. Je pense pas que ce serait aller en 7 avec un Trae Young, même si là, avec ce qu'ils ont fait, ils sont capables de tout. Je pense que les Bucks, ils auraient resserré quand même la vis. Et là, bah, on va le voir dès ce soir. Comment est-ce que les Hawks, ils peuvent, ne serait-ce que, je sais pas, ne serait-ce que jouer sans Trae Young. Franchement, franchement, je sais pas, vu la place qu'il prend bah, sur dans le, comment dire, dans le système, voilà, dans le système de Nate McMillan. Je sais pas comment ils vont faire pour compenser son absence ce soir. Surtout en finale de conférence, ça me paraît très chaud là. Ça va partir sur un 3-1 lead. Bah oui, je pense. Honnêtement, je pense que ça va partir sur un 3-1 lead et même un 4-1 lead si tu veux. Ah, Parce qu'après, après les 3-1 lead cette année, hein, écoute, ouais, c'est bon. Alors, pour ceux qui suivent pas trop le foot, on enregistre le lendemain de France-Suisse et vous irez regarder le match. C'était pas très agréable quand on est du côté de la France. Mais en tout cas, euh, ouais, franchement, là, les Hawks, pour moi, peuvent rien faire ce soir. Et retour à Milwaukee pour le match 5, il y aura, à mon avis, aucun débat. Donc, ça va être compliqué pour les Hawks de retourner la situation. du coup on fait le prono maintenant de Bucks Hawks et ensuite on passe sur l'Ouest ou on attend de faire l'Ouest. En vrai là on l'a déjà en partie dit mais bon. Bah ouais, moi tu veux que je te donne mon prono 4-1 pour les Bucks. Comme ça Ouais, on fait notre prono, on finira par pareil l'Ouest 4-1. juste après. 4-1 pour les Bucks. 4-1 pour les Bucks pareil. C'est vrai que les blessures. Ouais, y a pas trop. Voilà, on revient. C'est un thème qui sera revenu pas mal cette saison. Bon, on finit vite fait avec Clippers Suns. Vas-y. Très étonné. J'ai pas regardé en direct le match de cette nuit, je l'ai regardé ce matin en replay. Très étonné de l'énorme coup de jus des Clippers. Il y a pas eu débat sur le match que j'ai vu ce matin. Ils ont pris le lead direct. Je crois que les Suns arrivent à reprendre juste un point d'avance au début du troisième quart. Mais franchement, ils ont géré de bout en bout. Euh, Playoff P, on en vient enfin à Paul George, est incroyable sur ses playoffs. Sur le match qu'il a sorti hier à 41 points, 43 points, je crois. Une, 41. une flopée de rebonds et des passes D. Je le trouve hyper impressionnant. Je crois que sur ses stats au global sur les playoffs, il tourne à 27 points, pratiquement 10 rebonds et peut-être 5 passes. Il est hyper impressionnant. Face à une équipe de Phoenix qui a été assez à droite pourtant. Enfin, je vois pas. J'avoue, c'était un bon match où juste les Clippers, ils ont su garder le lead, garder la tête froide tout le long, bien défendre et c'est passé. Donc ça relance un peu la série. Totalement. Je sais pas, après sur les matchs d'avant, je sais pas si tu as d'autres choses à dire. Non, sinon je peux faire mon petit point stats si tu veux. Vas-y, vas-y. Euh, alors après, là j'ai pas l'autre stats sous les yeux. Attends, si au pire je peux la mettre sous les yeux si je veux. Voilà, ok, ouais. Donc ça fait 18 matchs de suite qu'il est à plus de 20 points, du coup, Paul George. Donc et il y a des comparos du coup, statistiquement, du coup, pour les 18 matchs de suite, avec Kobe, avec Jordan et avec KD. Mhm. D'ailleurs, ces trois-là, quand ils ont fait leurs 18 matchs de suite à plus de 20 points, bah, ils sont allés en finale.
Donc on espère autant pour Attention. Paul George. Ouais. Et également, du coup, c'est le 4e joueur à faire un match. Du coup, là, tu parlais du match à 41 points, qui est d'ailleurs son record en playoff, je crois. C'est Son vrai, record ouais. en carrière en playoff. Oui. Tu fais bien de le préciser. Et du coup, c'est le 4e joueur à mettre 40 points, 10 rebonds et plus de 70% au tir lors de l'élimination. Enfin, lorsqu'il face elimination. Yes, les franglais. C'est pas le premier match, c'est pas le seul match comme ça all time à plus de 40 40 10 Non, je pense là faut rajouter les assists, tu sais, les fameuses stats où tu dois tout mettre. Ouais, ok. Mais bref, en tout cas, du coup, dans cette catégorie de 40 points, 10 rebonds et 70% au tir face à l'élimination, il est en compagnie de LeBron James 2012, Patrick Ewing 90 et Will Chamberlain 70. Il y a du beau monde, quoi. 2-3 joueurs assez costauds. Mais non, c'est clair qu'il a été trop fort. Pareil, les Suns qui ont commencé sur un... Il y a eu 2-0. Attends, je vais mettre la série sur... Non, il n'y a pas eu 2-0 dans cette série-ci. D'ailleurs, Paul George sans Kawhi, il est en 4-3 au niveau du bilan. Ah, ouais, costaud. Hein. Si, il y a eu 2-0. C'est vrai que... Et c'est vrai que c'est marrant parce que du coup, là, si on regarde les stats, les Clippers sont menés sur la série puisqu'il y a 3-2 et marquent plus de points que les Suns sur la globalité de la série. Ça m'a fait marrer de voir ça ce matin. Ah, trop drôle. Mais ouais, il y a 103 à 100 en fait. Parce que les matchs où les Suns ont gagné ont été beaucoup plus serrés que les matchs où les Clippers ont gagné. Mais donc du coup, les Suns ont démarré la série sans Chris Paul. Protocole sanitaire, tout ça, on connaît. Ont bien géré, on l'a dit, avec un Devin Booker incroyable, un DeAndre Ayton pareil, complètement en feu, surtout sur l'avant-dernier match, donc le match 5, le match 4, excusez-moi, où qui a été vraiment un match de boucher en fait. Ça a été très comment on dit, coupé au couteau, un truc comme ça, c'est une expression je crois. Couteau sous la dent. Ouais, je sais pas. Guerre des tranchées, sinon. Ouais, guerre des tranchées, c'est pas mal. Ça a été vraiment un match comme ça où DeAndre Ayton, il a su se montrer presque en 20-20. Franchement, très impressionnant. Je sais pas trop quoi rajouter sur cette série, si ce n'est qu'elle est hyper intéressante à suivre. Je sais pas, toi, si t'as d'autres détails à donner. Sinon, on peut donner un petit prono. Non, franchement, ultra intéressante. Et là, du coup, tu parlais du prono. J'étais en train de faire le prono là dans ma tête pendant que tu parlais. Ah, c'est tellement dur parce que autant, tu vois, je me dis peut-être que là, les Clippers, ils peuvent aller chercher du coup le Game 6. Et du coup, il y aurait Game 7. Et en vrai, s'il y a Game 7, j'ai envie de dire Suns. Mais en même temps, je me dis peut-être que les Suns sont jeunes et tout. Et avec l'expérience côté Clippers, peut-être que ils pourront faire le miracle et tout. Et du coup, mais peut-être que les Suns peuvent finir également sur le Game 6 et tout, à l'extérieur et tout, en mode vénère et tout, parce qu'ils ont perdu Game 5 à domicile. C'est dur à pronostiquer. Franchement, t'as tout dit, je crois. T'as tout dit, mais alors, on connaît pas la gravité de la blessure de Kawhi, malheureusement. Est-ce que s'il y a un match 7 et que sa blessure est pas, entre guillemets, si grave, je sais pas, t'as peut-être vu passer des news, moi j'ai rien vu passer là-dessus. Est-ce que Kawhi il joue le match 7? Alors, pour parler des news, news ou rumeurs, les seules news / rumeurs que j'ai vues, c'était que Kawhi apparemment serait frustré de la manière dont les Clippers, en tant qu'organisation, ont géré sa blessure. Oh, c'est marrant, c'est pas la première fois que j'entends ça, et la dernière fois, il a pas fait long feu dans la franchise. Il a dit ce genre de choses. Attention les Clippers. Ouais, bah on verra bien. Bon, en tout cas, est-ce que tu te mouilles d'abord ou je me mouille d'abord sur le prono? Vas-y, mouille-toi d'abord. Écoute, moi je vois Clippers là gagner le match 6 et match 7 remporté par les Suns, donc au final 4-3 pour Phoenix. Tu sais quoi, juste histoire que ce soit intéressant. Pareil, les Clippers qui gagnent le Game 6 et du coup qui vont faire l'exploit et ils vont chercher le Game 7 chez les Suns. Ouais. Et première finale de leur histoire. Ouais, voilà, avec un Paul George qui marque 50 points, qui prend 15 rebonds, qui fait un match à la KD en fait. Un truc de grand malade comme ça. Et on l'a pas souligné, je le dis vite fait, mais il va falloir qu'on clôture. Que ce soit Reggie Miller, qu'est-ce que je raconte? Reggie Jackson. ou Marcus Morris. C'est Marcus ou Markif? C'est Marcus.
Marcus, ouais. Hyper impressionnant. Aussi Nicolas Batum, mais ça se voit moins, on va dire, statistiquement. Hyper important, hyper impressionnant sur les matchs face aux Suns, là. Ouais. Et même Terrence Mann aussi. Ouais, On n'a même pas c'est, parlé de Terrence c'est Mann. clair qu'on n'a pas Oh, parlé putain. de la perf incroyable de Terrence Mann, mais là, je crois qu'on n'a plus trop le temps. Je suis désolé, on court après le temps ce soir. Je Euh, cours après le temps, je suis loin de tout. Ça y est, après 1h15 d'enregistrement, on est en roue libre. Écoute, je pense qu'on a fait un podcast assez complet. On est désolé, c'est un peu parti dans tous les sens. C'était un peu en freestyle ce soir. Mais je sais C'est pas notre record, là. si t'as d'autres choses à rajouter. Euh, fun fact, quand Marcus Morris shoot à plus de 50%, les Clippers sont en 8-0 sur ces playoffs. T'es trop fort. T'as toujours Voilà. les meilleurs stats. Ok, bon, donc on va se quitter là-dessus. On va se retrouver, j'espère, très vite pour parler des finales de conf. Pour parler un peu, je l'ai teasé pas mal de fois, des coachs et ce qui s'est passé. Il y a eu pas mal de changements au niveau des bancs de chaque équipe. Et on va pouvoir clôturer le podcast. Ce podcast un peu fourre-tout, mais ça a été un grand plaisir. Ça change de faire des sujets comme ça un peu mélangés. Donc on se retrouvera très certainement cette semaine. Moi je te souhaite une bonne soirée Aurel. Bonne soirée. Et puis Suns Info. yeah. Et puis salut à tous.